collectif Les Mutilés pour l'exemple, qui va nous raconter peut-être sa propre expérience du mouvement des Gilets jaunes et la suite. Myriam Ecker, pareil, membre du collectif Les Mutilés pour l'exemple et du collectif contre les abus policiers 33, donc chez nous. Et Antoine Boutinet, pareil, membre du collectif Les Mutilés pour l'exemple, et dont on a vu une image dans le film. Ouais, j'ai fait mon petit cadeau. Et donc moi je vous propose de leur laisser la parole à tour de rôle, et ensuite la salle pourra intervenir ou débattre. Je commence par deux numéros. Allez. Bon, bonjour. Alors, on va commencer par l'actualité. On va jouer sur l'actualité. Donc, je commençais par faire de l'humour. Je ne remercierai jamais assez Michel Darmanin. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur nous a fait la publicité la plus extraordinaire qu'il ne pouvait jamais nous arriver. Nous avons augmenté les... Non, c'est du beau, mais on peut commencer par ça. Je préfère commencer par ça. On a reçu autant de dons depuis ces dernières déclarations que la subvention que l'État nous donne dans l'année. Normal. Et on a augmenté, que je ne ferai pas plus, mais bon, on a augmenté le nombre d'adhésions avec des gens jeunes, ça c'est intéressant. On a fait, au niveau national, je crois qu'on est à plus de 3000 demandes d'adhésion à la LDH. Demande des dons. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on fait que, en fait, cette problématique-là sur laquelle on a été salement accroché, parce que c'est bien clair. En fait, pourquoi? Parce que ça fait, on va dire au moins, depuis le début, depuis le Gilet jaune et même un peu avant, qu'on dénonce les violences policières. On a été salement attaqué là-dessus. Très très vite, il y a Almi qui a, donc l'avocat, vous avez vu, Maître Almi, qui est un avocat qui prend ce sujet très à cœur. Et en fait, la dernière manifestation, je vais terminer là-dessus, la dernière manifestation, celle du 1er mai, on avait décidé, donc on a des observateurs, donc ce sont pour la plupart un public relativement jeune, qui va observer ce qui se passe en manifestation. On a l'autorisation, on est reconnu légalement, il n'y a pas que la Ligue des droits de l'homme, et on a déjà eu la Ligue des droits de l'homme vérifié, etc. Pour la première fois, cette année, alors que Olivier peut en témoigner, il n'y avait pas de situation particulière, on s'était installé les uns, vous étiez en haut de l'espace des droits de l'homme, on était un peu plus bas, comme vers là, on avait installé des tables sans problème, on a vu arriver la fin de la manif, je ne sais pas si c'est vraiment la fin. Il en restait un peu derrière. On a vu effectivement un groupe de gens habillés en noir qui sont passés devant nous, qui nous ont. D'un seul coup, on a vu débouler une escouade de mecs habillés en noir, mais pas les mêmes, et qui sont arrivés et ils ont massé. Vraiment. Tranquillement. Enfin, nous, on a vu débouler vers nous, on a vu débouler des familles, des enfants, etc. Et là, on était dans une situation qui ont fait que moi j'ai appelé automatiquement les jeunes observateurs en disant revenez vers nous, voyez ce qui se passe. Et pour la première fois, ils ont été gazés. Eux, c'est-à-dire que le cordon de gendarmes qui était devant, les policiers qui étaient devant, se sont retournés et les ont gazés, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc on est dans une situation qui est, par rapport à ce que dit le film, de plus en plus tendue. Et on n'est pas là on est là pour défendre un droit à manifester. Point. On n'est pas là, on condamne toutes les formes de violence. On l'a toujours dit, on a toujours fonctionné là-dessus, sauf que depuis la présence de monsieur le préfet allemand, ça c'est devenu épouvantable. Voilà. Donc il est parti d'ici, il est parti à Paris. On est dans donc là, l'ONU a condamné la France, il y a d'autres, le défenseur des droits n'arrête pas de faire des interpellations, et le summum a été effectivement les dernières prises de position du ministre de l'Intérieur. Donc c'est un combat quand même depuis longtemps,
les manifestations qu'on déclare sont... on déclare toujours les manifestations, on fait toujours attention à ça. J'ai même pris la précaution, ça c'était rigolo quand même, j'ai quand même pris la précaution la semaine dernière de prévenir que la Ligue des droits de l'homme allait installer une table. Il faut le faire quand même, installer une table. Il y a un service, la préfecture m'a répondu, d'habitude il répond pas, m'a répondu en me disant oui, nous prenons acte. Total, c'est à cet endroit-là qu'il faut en sorte de faire une signe. Enfin, j'ai pas compris, j'ai dit, c'est un peu par jour, enfin, il y a un truc qu'il faut faire. Donc voilà. Donc en fait, on est dans une situation, ça s'appelle du l'humour, par contre on est dans une situation qui nous inquiète fortement. Il y a des droits qui ne sont pas respectés, il y a des gens qui sont mutilés, et puis surtout, on est quand même un des seuls pays où l'institution qui surveille la police est une institution policière. Et ça, c'est un déni particulier, la démocratie. Je crois qu'il n'y en a pas un autre comme ça. Et chaque fois qu'on le dit, chaque fois que Maître on dit pour tout ça, eh ben on répond, on va y réfléchir. En gros, c'est ça. Hein, voilà. En gros, pour vous dire, et être accusé comme on l'a été, je termine là-dessus, vous avez entendu, il y a une prise de position des médias, jamais personne, à part son pétain, n'a demandé la suppression de la Ligue des droits de l'homme. Enfin, c'est pas la suppression. On va se demander si... remettre peut-être en question la subvention. Voilà, c'est remettre en question la subvention. Ça veut dire. En gros, c'est ça. Voilà. Bonjour tout le monde, Myriam, donc je fais partie du collectif contre les abus policiers, le Club 33, qui existe depuis 2009 à Bordeaux. Donc depuis 2009, nous on s'intéresse aux violences policières, suite au tabassage que j'ai vécu lors d'une manifestation, militante réprimée. C'est un petit peu la même histoire que Mélanie, un coup derrière la tête, je tombe par terre, sauf qu'une fois que je suis évanoui, les policiers viennent et me terminent à coup de pied, à coup de pompe et coup de poing dans la tête. Voilà pourquoi on a monté ce collectif au départ, pour m'accompagner et pour aider toutes les personnes victimes de violences policières, plus tout un travail autour du cadre législatif dans lequel nous vivons et qui explique en grande partie les violences policières. À chaque fois qu'on débat avec la Ligue des droits de l'homme, c'est toujours la même chose, on est toujours un petit peu sur des conflits de perception, parce que quand la Ligue des droits de l'homme dit qu'elle se penche sur les violences policières depuis un petit peu avant les Gilets jaunes, nous, je vous dis, on existe depuis 2009, donc bien avant les Gilets jaunes, et on sait déjà qu'on est arrivé trop tard en fait. On sait déjà qu'il y avait déjà des tas de violences policières, quelque chose qui n'entre pas du tout, très peu dans la ligne de compte quand on parle de violences policières, c'est ce qui se passe dans les quartiers, c'est un petit peu évoqué dans le film, mais il n'y a pas d'observateur de la Ligue des droits de l'homme dans les quartiers populaires, jamais. Donc ces violences policières, si nous, associations qui parlons des droits de l'homme, on n'en parle pas dans nos discours et on réduit les violences policières à ce qui se passe dans les manifestations sur les blancs, donc on ne comprendra pas pourquoi ces violences policières, elles ont quelque chose de systémique et qu'elles n'ont rien à voir avec Macron, mais qu'elles sont là parce que l'État français, depuis trop longtemps maintenant, n'est plus une démocratie, peut-être ne l'a même jamais été. Ça, c'est une question aussi qu'il faut quand même se poser, parce que à quel moment on est en démocratie, à quel moment on n'est pas. Nous, les femmes, on vote en 48, par exemple. Alors avant, est-ce que c'était la démocratie ou c'était pas la démocratie? Je ne sais pas. La question se pose. Le fait qu'on ne puisse pas avoir le compte en banque sans demander à son mari en 1973, je crois, est-ce qu'on était déjà, 64, est-ce qu'on était déjà en démocratie ou pas? Tout ça, quand même, c'est quelque chose qu'il faudrait se poser. Et c'est compliqué parce qu'effectivement, on voit bien que le logiciel de la plupart d'entre nous, c'est de dire la France est une démocratie. D'ailleurs, on a l'exemple de tant de pays, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, qui ne sont pas démocrates. Vous voyez bien, ici, on a le droit de voter, on a le droit de faire plein de choses. Donc, on est en démocratie. Et on n'interroge pas le problème systémique, on interroge juste un président qui, à un moment donné, devient violent. Non, si Macron, il se permet ça, c'est qu'avant, d'autres se le sont permis, et qu'on ne bougeait pas à ce moment-là parce que soit ça ne nous concernait pas, soit on n'était pas assez informé effectivement parce qu'avec les réseaux sociaux on est un petit peu plus informé, soit tout simplement parce que maintenu dans notre illusion démocratique, on ne voulait pas identifier ces violences comme étant des violences systémiques et qui donc reposaient et posaient plus de questions que simplement l'instant T aujourd'hui d'une manifestation. Avant Macron, qu'a fait M. François Hollande, président socialiste? Il a fait lui-même rentrer, comme il disait dans le documentaire, l'état d'urgence dans l'état de droit. Rémi Fraisse, c'est pas Macron qui l'a tué, c'est Hollande.
Qui a fait l'opération César sur la date de Notre-Dame-de-Lande? C'est pas Macron, c'est Hollande. Qui a tué Zineb Ebouna? C'est pas Macron. Donc, le problème, vous voyez bien, c'est pas une question de président, c'est une question de système. Et ces violences policières qui nous paraissent de plus en plus dramatiques, énormes, on est de plus en plus outrés. Alors déjà, il y a plein de gens qui manifestent aujourd'hui pour les retraites qui n'étaient pas du tout outrés quand les Gilets jaunes se faisaient tabasser. Ils étaient d'accord avec le discours médiatique qui disait ce sont des voyous, ce sont des casseurs, ce sont des sauvages, des débiles mentaux qu'on peut emmerder à tir d'arigot, c'est normal, c'est des gueux en quelque sorte, on ne peut pas concerner. Il y a encore cette classe moyenne qui disait nous ça va, on ne comprend pas ce qui se passe en bas. Maintenant avec les retraites, boum, ça recommence. Alors là, tout le monde dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, madame, monsieur, c'est ce qui se passe depuis donc une bonne 50, 60, 40, enfin, autant de temps que la police existe en fait. Autant de temps que la police existe. Donc, comprendre que ces violences systémiques, que ces violences policières sont systémiques, donc forcément, ça veut dire intégrer dans nos discours, nous tous, là, vous voyez, quasiment que des blancs dans la salle, le problème du racisme systémique qui sous-tend aussi ces violences policières dans les quartiers. Si on ne comprend pas qu'il y a un problème de racisme en France qui n'a rien à voir avec le Front National, là aussi on se dit, ah, le Front National, méchant, on a trouvé méchant, donc c'est réglé le problème, moi je suis à gauche, c'est sympa. Non, je connais plein de gens à gauche qui sont racistes. Ils ne le savent pas, parfois, parce qu'ils ont des comportements, des réflexions, qui, quand on est noir, on dit tout de suite, toi, t'as un petit problème, là, mon gars. Mais il est à gauche, il ne sait pas, il ne pense pas qu'il est raciste. Il vit dans un pays où il n'y a pas de racisme, où il y a quelques racismes à la marge. Mais vous voyez bien que les comportements des policiers dans les quartiers populaires, là, si vous mettiez des caméras, si vous entendiez s'ils sont capables de dire aux jeunes dans les quartiers, vous vous rendrez compte que la décomplexion qu'on a vue sur les gilets jaunes, en les insultant, en les tutoyant, en les maltraitant, ne serait-ce que même déjà verbalement, dans les quartiers populaires, c'est la fête du slip. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'observateur de la Ligue des droits de l'homme pour écouter ces violences. Il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Il y a les familles qui se mobilisent et qui s'organisent. Le collectif contre les abus policiers, on s'est créé donc en 2009. On est à l'initiative avec un réseau qui s'appelle Vivoler, les premières marches en France contre les violences policières. En 2009, quand on marchait, on était 10. La dernière fois qu'on a fait la marche, en mars, on était 100. On était 100 à partir de Stalingrad et aller jusqu'à la place de la Victoire, où alors là, il y avait un pacasse de gens avec des drapeaux, avec des chasubles, avec des tracts. Non, ils étaient tous là en fait. Personne ne s'était déplacé 100 mètres plus loin pour dénoncer les violences policières. Je vous parle de ça du mois de mars. Mais à partir du moment où il y a eu une personne touchée en manifestation, tout le monde s'agite, on va faire des rassemblements, on va créer des comités de soutien, on est quelque part sous le coup de l'émotion. Et encore une fois, on oublie de réfléchir. L'émotion, c'est jamais bon quand on veut avoir une vision de la politique globale du monde dans lequel on vit. L'émotion, elle est légitime, elle est justifiée. Mais nous tous, on est militants, on doit pouvoir se poser et réfléchir sur c'est quoi ces violences, encore une fois, policières, qu'est-ce qu'elles disent et qu'est-ce qu'elles sous-tendent. Je vais pas faire plus long, peut-être que je vais laisser parler mes camarades, mais il y a vraiment une obligation à réfléchir sur ça. Parce que si on ne réfléchit pas là-dessus, on va encore une fois focaliser sur Macron, on va oublier tous les autres présidents qui ont fait cette répression et qui ont contraint le cadre légal. On dit Le Pen, attention Le Pen. Franchement, Le Pen, elle arrive au pouvoir, c'est tranquille, tout est fait quasiment. Tout est fait quasiment. De nouveau à Bordeaux, les manifestations sont interdites. Le samedi, on ne peut plus venir. Alors, c'est pas très grave, il n'y a plus que les gilets jaunes qui viennent samedi. Donc, évidemment, c'est pas très grave, personne ne voit cette interdiction puisque personne prend la liberté aujourd'hui de manifester à Bordeaux le samedi. Mais de nouveau, les manifestations sont interdites et on risque quoi? 135 € d'amende. Donc après nous avoir arraché les mains, après nous avoir mis en prison, ils nous ont collé des amendes pendant des mois. J'ai pris 19 amendes à 135 €. Voilà le droit de manifester en France. 19 amendes à 135 €. Voilà le droit de manifester. Ça t'es blindé. Voilà. Donc aujourd'hui on se bat dans les tribunaux parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit ici. C'est que cette répression aussi, elle est dans les tribunaux, elle est dit très peu, c'est-à-dire que le nombre de gilets jaunes qui ont été condamnés par les tribunaux, qui sont aussi des tribunaux bourgeois. Donc quand vous venez ici au tribunal en disant moi je suis gilet jaune, voilà, je suis accusé d'avoir mis un feu à la poubelle, boum, 3 mois. Il y a des gens qui ont fait 3 mois de prison pour avoir lancé des pots de camembert sur des voitures de flics. C'était ça le mouvement des gilets jaunes. Et c'est toujours ça. Donc il n'y a pas que la police, c'est tout un arsenal, parce que jusqu'aux tribunaux, la répression elle continue. Voilà, la police et la justice sont complices, ils ne condamnent pas les policiers, ils condamnent les gilets jaunes. Voilà, je vais faire court. Je développe.
Bonjour à tous. David fait partie du collectif des métiers, par exemple. C'est un collectif qui s'est créé en 2019 pour rassembler un peu tous ceux qui avaient été blessés gravement au départ, pour essayer de s'apporter du soutien, qui soit logistique, conseil, du soutien moral. Et donc ça avait été créé par quelqu'un qui avait été blessé lors de manifestations contre les centrales nucléaires et qui avait perdu l'usage d'un pied. Et ceux qui, à la base, ont pu un petit peu rendre ce collectif, lui donner des fondations, étaient des gens qui ont été blessés en fait il y a des années, qui ont commencé un peu à s'en sortir de tout ça, notamment Myriam aussi, où ça remonte à quelques années, Castille, Robin, qui sont des personnes qui ont pu rentrer dans les procédures juridiques qui sont extrêmement longues, qui ont un peu de vécu et ont pu sortir un peu du bouillon que c'est initialement de se retrouver là-dedans, puisque lorsque vous êtes blessé, la première chose que vous avez à gérer, c'est essentiellement le regard des gens, pour qui, si vous avez été blessé par la police, c'est que vous étiez un méchant, parce que la police arrête les méchants. Donc vous savez que vous êtes une victime, que vous n'avez rien fait de mal, et dans le regard des gens, vous êtes un agresseur, donc c'est difficile au début de surpasser ça. La partie médicale est longue, il n'y a pas vraiment de fléchage aussi sur la partie juridique, on ne comprend pas bien où est-ce qu'on est censé porter plainte, contre qui, contre quoi, donc c'est des choses qui sont difficiles. Donc le collectif existe pour ça, pour soutenir tous les blessés sur la partie juridique, donner des conseils sur la partie médicale, parce qu'il y en a qui ont des frais médicaux qui ne sont pas pris en charge. On pense à notre collègue Diane qui a eu toute la mâchoire fracturée par des matraques, qui a perdu quasiment toutes ses dents et qui n'a rien pris en charge. Sa mutuelle a décidé de révoquer son contrat. Donc tout ça, c'est pour ça que le collectif existe, on organise des marches, on essaie de rendre visible ce qui arrive. Donc au début c'était essentiellement rendre visible les victimes, puisqu'effectivement il y avait tout un narratif de la partie gouvernementale qui était de dire tous ceux qui sont blessés avaient agressé des policiers, c'était que de la légitime défense, et vous en faites pas, tous ceux où c'était des débordements, parce qu'il y avait quand même des images où c'était difficile d'imaginer que ce soit de la légitime défense, vous en faites pas, on est dans un état très fonctionnel, si jamais il y a des débordements, il y aura des enquêtes et ils seront sanctionnés. Au final, nous sommes donc 5 ans après, quelque chose comme ça, il y a eu, à ma connaissance, dans les condamnations, on a Lola qui avait été blessée en marche du G7 à Biarritz, qui du coup filmait en fait la manifestation. Elle a pris un LBD dans la mâchoire, elle a eu la mâchoire fracturée, et en fait il y a pu avoir du coup une condamnation parce que le policier s'est dénoncé. Et il a bien expliqué à Lola que heureusement qu'il s'était dénoncé, sinon il n'aurait jamais retrouvé. Il a eu, je crois, 1000 € avec sursis, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était un peu la première condamnation. Et tout récemment, il y a Dylan qui a été blessé. Je crois qu'il avait 17 ans quand il a été blessé. Il a perdu un œil. Il y a une grenade qui a explosé à proximité de lui, à Montpellier. Il a du coup perdu l'usage de son œil. Donc éborgné à 17 ans. Et lui a eu un bon fléchage au niveau juridique. Il a réussi à faire toute la procédure du tribunal administratif où en fait l'avocat s'est même pas embêté à essayer de porter plainte au pénal pour essayer de condamner le policier en partant du principe que de toute façon ça sert à rien, ils sont jamais condamnés. Là il a poursuivi directement l'État, donc ce qu'ont fait aussi Myriam, Castille et d'autres avant, et l'État a été reconnu coupable de ne pas avoir assuré la protection d'un citoyen sur la place publique. Mais il a quand même été reconnu à 1/3 responsable, donc il n'a que 2/3 de la compensation qu'il pourrait avoir. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, quand on se fait éborgner à 17 ans, la proposition qu'il a de la loi, c'est 60 000 € de réparation, sachant que derrière, il ne peut pas travailler, il a perdu son emploi, il a plein de choses qui ont été difficiles dans sa vie. Donc tout ça, c'est des réalités de tous ceux qui ont été blessés. Et en termes de la justice est fonctionnelle, et vous en faites pas, on rattrapera ceux qui sont condamnés. À ma connaissance, c'est les 2 seules condamnations de la période des Gilets jaunes. On voit passer un peu dans la presse des trucs du genre l'État a été condamné à verser 100 000 € à machin, 70 000 € à truc parce qu'il a perdu, enfin on lui a enlevé son œil, sa main, etc. C'est des affaires qui remontent à 5 ans, 7 ans, 14 ans des fois. Donc il y a un épuisement qui est fou. Seuls ceux qui se sentent assez bien sont capables d'aller au bout de la procédure. Il faut avancer les frais. Il faut se taper le fait d'être en contact hyper fréquent avec la justice. Une justice qui vous regarde comme un coupable. Vous passez votre temps à vous justifier désolé d'avoir perdu un œil. Si j'avais pu, je regardais. Et c'est à ça que vous avez affaire. Donc
aussi une des choses pour lesquelles on se bat dans le collectif, c'est une reconnaissance globale de tous ceux qui ont été blessés. Alors effectivement, comme le dit Myriam, il y a eu la période des Gilets jaunes, où il y a une concentration très dense à peu d'endroits en peu de temps avec beaucoup d'images. Mais les armes mutilantes, qu'on appelle en France la létalité réduite, c'est pas que ça vous tue un petit peu, c'est que c'est censé vous tuer un peu moins souvent, mais ça reste des armes de guerre qui, si elles touchent des points vitaux, peuvent tuer. Et ce qu'on voudrait, c'est une reconnaissance globale de tous ceux qui ont été blessés par des armes de ce type-là, donc des grenades explosives, des LBD, etc., qui est une reconnaissance globale et une indemnisation, parce que 99% de ceux qui ont été blessés obtiendront jamais justice, déjà parce qu'ils n'ont pas la force de se lancer dans le processus juridique qui est extrêmement oppressant, et de deux, que même s'ils le faisaient, dans beaucoup de cas, on n'obtient pas grand-chose. Voilà, je laisse la parole à Antoine. Alors, moi je m'appelle Antoine, du coup, je fais partie du collectif des métiers par exemple, et donc par conséquent aussi du réseau Vérité et Justice, qui est donc un réseau qui s'est créé pour essayer de fédérer un peu tous ces groupes de personnes qui ont été, notamment les personnes victimes, donc, que ce soit les personnes mutilées, mais aussi bien sûr les familles en deuil, parce que voilà, la police c'est pas seulement des mutilations, c'est aussi des meurtres, c'est une réalité. Et donc ce collectif qui s'est monté, enfin ce réseau donc qui s'est monté, qui essaye voilà, de mobiliser en toutes nos ressources en commun quoi, pour mener des actions. Moi je voulais un peu, alors je voulais revenir faire un petit aparté sur le cas de Lola par exemple, qui effectivement a une condamnation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure juridique qui a permis aux policiers d'être soi-disant condamnés, justement, on va revenir sur le soi-disant, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la même procédure que lorsque vous tamponnez en voiture un gars, et que plutôt que de faire tout un processus où vous faites poursuivre en justice, mais non, c'est moi, et tu prends une plus petite amende, et comme ça, tu te débarrasses plus vite du problème, et c'est pas sur ton casier judiciaire, il n'y a rien. Et voilà, donc clairement, on est très très loin d'être satisfait de ce qu'a obtenu Lola, et Lola est la première à dire qu'elle n'est pas du tout satisfaite de la soi-disant justice qui lui a été rendue. Mais voilà, et tout ça rentre avec tout le reste, la machine juridique et la machine répressive policière qu'il y a, où on se rend compte qu'en fait, c'est pas une question de personne, comme le dit Myriam, effectivement. On a beau ne pas aimer Macron, on a beau ne pas aimer Darmanin, Castaner, Didier Allemand. Le problème, c'est pas eux, ce sont des symptômes. Le problème, la maladie qu'il y a derrière, effectivement, c'est une société capitaliste, autoritaire, qui, malheureusement, ne sait utiliser que la violence pour pouvoir arriver à ses fins. Et j'aurais voulu aussi revenir en fait sur les phrases. Alors, le film ne parle pas de toutes les violences policières, il ne parle pas de toute la question de la police, qui est beaucoup plus large que ça, qui a beaucoup plus de problèmes que ce qui est montré étonnamment, hein, ça fait un peu peur de se dire ça, mais qui se concentre sur la légitimité de la violence, sur cette fameuse phrase de Marc Weber de l'État possède le monopole de la violence légitime. Alors cette phrase, elle est beaucoup utilisée par beaucoup de gens, souvent des gens qui ne la comprennent pas et qui ne comprennent pas forcément ce que Max Weber faisait. Max Weber, c'était pas un politique, c'était un sociologue qui avait à cœur de faire une description de la société, et notamment une description de l'État. Ce qu'il dit, c'est simplement, il dit pas que c'est l'État, que comme c'est l'État, ils ont la violence légitime, parce qu'elle a tendance à nous faire croire les politiques qui aujourd'hui viennent sur les plateaux télé pour citer Max Weber. Je pense que, à la limite, s'il était encore en vie, il irait un peu leur cracher à la gueule, mais non, ce qu'il dit, c'est que c'est parce que ce groupe de personnes se sont accaparés une violence qu'on a considérée, à qui on a donné, nous le peuple, une légitimité. C'est ça qui fait que ce groupe-là est un État. C'est-à-dire que ce n'est pas
l'État qui fait la légitimité, c'est la légitimité qui fait l'État. Et là, ce qu'on voit depuis quelques années, mais en réalité depuis bien avant, sauf qu'à l'époque, ben oui, ça c'est une réalité, s'il n'y avait pas tous les smartphones et tout ça, donc en réalité ce qui a changé, c'est pas tant la violence, même si peut-être que oui, il y a eu une escalade certes, mais c'est pas tant la violence que réellement la visibilité de la violence. C'est ce qu'il disait effectivement par le fait de retourner le panoptique, de réussir à faire en sorte que ben, d'un coup le discours d'État tout à coup se voit contredit par des preuves physiques, par des vidéos notamment, donc sur les réseaux sociaux. Et en fait, on se retrouve dans un renversement du statu quo qui emmerde pas mal quand même le gouvernement en place là-dessus, parce que tout à coup, la violence qui a toujours été là en réalité est visible, et donc remet en cause, du point de vue du peuple, la légitimité de l'État. Et ça fait paniquer. Ça, en réalité, ça fait pas mal paniquer. Là, on a vu récemment, alors j'ai plus le nom de l'organisme qui a déclassé la France sur les marchés financiers et tout ça. Fitch, voilà. Quand on a vu ça, en fait, au-delà du côté un peu mesquin, ça nous fait un peu rigoler, mais en fait, ça prouve, quand on regarde pourquoi ils l'ont fait, en réalité, ils ne l'ont pas fait parce que la réforme des retraites, elle n'est pas bonne. Au contraire, ils sont très pour la réforme des retraites. Non, par contre, ce qui leur pose problème, c'est surtout la contestation sociale que ça a donné. C'est que le fait de l'avoir fait avec de l'avoir forcé autant, cette réforme des retraites, ça a provoqué une contestation qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît bien. Je pense que dans la salle, les gens ici, ils sont assez au courant là-dessus. Mais que du coup, en fait, cette contestation vient remettre en cause cette légitimité de l'État et donc de la confiance des marchés financiers, ce qui pour le coup est un argument de poids face que ce soit un Emmanuel Macron, mais en fait toute une caste une caste qui est très attachée à la finance, qui est très attachée au bon déroulement de leurs affaires. Donc voilà, ça effectivement, c'est là-dessus on l'a un peu atteint. Mais du coup, ils ont fait le choix en fait de ne pas aller dans la désescalade, mais au contraire d'aller dans l'escalade de la violence, que ce soit de la violence dans la rue, mais aussi de la violence administrative, mais surtout constitutionnelle, tout simplement. L'accélération. Là, ils ont dit, ils ont prévu d'accélérer encore leur agenda politique de réforme. Et c'est là qu'on se rend compte que là, ils se radicalisent de plus en plus, en réalité. Là où avant, peut-être qu'ils étaient capables de voir que là, ils prenaient peut-être trop de risques. Donc, je ne sais pas où ça va amener tout ça, mais personnellement, ça ne me dit rien de bon. Parce que, malheureusement, moi, je suis pas... Alors, je suis révolutionnaire, je le dis honnêtement, mais je ne suis pas révolutionnaire par plaisir, mais en fait, par plus ou moins nécessité, quoi. Je suis devenu révolutionnaire en me faisant péter la main. C'est-à-dire qu'avant, j'avais plutôt une position qui était la police est là pour nous protéger, l'État, il est ce qu'il est, alors des fois il fait des trucs bien, des fois il fait des trucs pas bien, mais voilà, il nous protège quand même. J'étais vraiment là-dedans. Et aujourd'hui, lorsque je me suis fait péter la main, c'est un renversement complet de tout mon système de pensée qui a été fait. Et en fait, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, la radicalisation du mouvement, elle se produit parce qu'il y a cette violence. Et c'est assez paradoxal de se dire que, en réalité, le plus grand moteur, la plus grande source de force vive dans le mouvement contestataire, en réalité, c'est Gérald Darmanin, c'est Emmanuel Macron, c'est Christophe Castaner, c'est eux qui, par leur répression, poussent les gens à la révolte. Et donc, en fait, c'est leur politique d'escalade de la violence. Nous, on ne peut pas choisir de faire la désescalade. Parce que, en fait, nous, on est personne. Moi, je suis juste un manifestant. Je ne peux pas choisir que tout le monde se calme.
Je ne peux pas choisir, et aucun gilet jaune ne peut choisir que tout le monde se calme. Ceux qui pourraient éventuellement faire ce choix, c'est le gouvernement. Et ça porte un nom, ça s'appelle la politique de désescalade. Mais ce n'est pas le choix qu'ils font. Et là, je pense qu'on va se retrouver, et moi j'ai très très peur des prochains mois, hein, parce qu'on va avoir de plus en plus... Déjà, il ne faut pas se voiler la face, il y aura plus de mutilés, il y en aura d'autres. Il y en aura peut-être même plus nombreux, on aura des périodes où ça va être encore pire, il y aura des morts, c'est très clair pour moi. Ça ne me fait pas plaisir, vraiment. Moi, je ne suis pas un romantique de la révolution, c'est-à-dire que je pense que si la révolution arrive, franchement, les gars, va falloir courir, hein, en toute honnêteté, parce que ça va être dangereux. Mais voilà, enfin, je suis assez inquiet pour l'avenir, et notamment pour l'avenir des personnes qui sont invisibles, des personnes qui, comme le disait Myriam, en fait, ne sont pas, en fait, ou très peu dans le film, par exemple. On a parlé des quartiers parce qu'il y a eu des images qui ont suscité de l'affect, et donc d'un coup, on les a invités elles. Mais on n'a pas invité Ramata Dieng, par exemple, pour venir parler des personnes qui ont été tuées dans les quartiers, parce qu'il n'y a pas eu d'image, parce qu'en fait, finalement, elles sont pas si connues, et que malheureusement, en fait, finalement, c'est pas bankable, quoi. Donc c'est symptomatique. C'est pas pour cracher sur David Dufresne, c'est symptomatique du fait que il faut qu'il y ait eu un affect pour que d'un coup on donne la parole à la personne. Et les quartiers, malheureusement, c'est encore invisible aujourd'hui. On voit beaucoup de la violence en manifestation, on la voit énormément, on voit beaucoup moins la violence dans les quartiers, et quand on la voit, on arrive encore à tomber dans des discours de culpabilisation, de ce sont des racailles et tout ça, qui sont au final les mêmes discours que lorsqu'on nous dit que moi je suis un dangereux gauchiste révolutionnaire qui souhaite tuer des filles. Ouais, je vais passer le micro, je parle beaucoup trop. Par rapport à ce que disait la Ligue des droits de l'homme tout à l'heure, nous ne condamnons pas, nous, toutes les formes de violence. Il y a des formes de violence qu'on trouve de nouveau légitimes, des gens qui pètent des vitrines, qui s'attaquent à des banques. Pour moi, c'est pas du tout choquant, vu la violence à laquelle on doit répondre. Donc, il y a des violences que je trouve légitimes et que je ne condamnerai jamais. On nous a proposé au dernier conseil municipal de Bordeaux de mettre dans le même sac la porte brûlée, les taxes sur la maison des femmes, etc., etc. Non, il y a des violences qu'on peut comprendre avant de les condamner, parce que ça me paraît horrible, une porte qui brûle. Quand on voit Antoine qui a perdu sa main Péberlan, on entend dire la porte de la mairie, je m'en tamponne le coquillard, vous voyez ce que je veux dire? C'est une porte. Et en plus, les mêmes gens qui sont en train de dire ils brûlent des portes, ils assoient leur pouvoir sur une révolution française qui a non seulement brûlé les portes, mais coupé des têtes au moins jusqu'en 1793. Et là, nous, si on utilise, nous, les héritiers, les sans-culottes, si on commence à dire, attendez, on ne sait pas faire l'arnaquer en 1789, on sait pas arnaquer, en fait. C'est les bourgeois qui ont pris le pouvoir, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Ou quand la commune essaie de reprendre le pouvoir, on se fait massacrer. On ne peut pas sortir une arme parce qu'on devient des violents, alors qu'eux-mêmes ont assis le pouvoir, encore une fois, on prend la tête des rois. Donc c'est la première chose que je veux dire, c'est qu'il y a notre violence, elle commence à devenir légitime. Il faudra peut-être se poser la question si notre pacifisme, par contre, lui, ne nous dessert pas face à un pouvoir ultra-violent. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que ces violences, oui, elles s'accélèrent, c'est vrai. Il y a un phénomène d'accélération. Pourquoi? Parce que, comme le dit Antoine, le système capitaliste, il a un projet. Son projet, il devient de plus en plus brutal, il a besoin de moins en moins de gens. Il a besoin de moins en moins d'ouvriers, il a besoin de gens de service, il a besoin d'imposer qu'il y ait plus de minima sociaux, etc., etc. Il sait bien que ces réformes-là, brutales, qui ont commencé donc bien avant Macron, le peuple n'est pas d'accord. Donc, la seule réponse qu'il y a, c'est la brutalité policière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 60% de gens qui ne votent pas, et que M. Macron, il est de toute façon illégitime, comme était lui avant lui, M. Hollande, illégitime. La question de savoir si est-ce que la violence d'État est légitime. Est-ce que déjà notre gouvernement est légitime? La réponse est non, et c'est ce qui crée le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'illégitimité du gouvernement Macron. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à la différence du mouvement retraite, le mouvement des Gilets jaunes, c'était des gens qui étaient beaucoup plus pauvres, en tout cas beaucoup plus dans des situations plus compliquées que les gens qui manifestent aujourd'hui pour les retraites. Pourquoi je dis ça? Bien sûr, on voit à Paris des manifestations où il y a des violences policières. Bien sûr, il y a des arrestations préventives. Encore une fois, c'est pas nouveau tout ça.
Mais par contre, ce qu'on voit, en tout cas sur Bordeaux, c'est qu'au bout de 3 mois de mobilisation, malheureusement, en tant que gilet jaune, je vais vous dire, ça va quand même, quoi. Parce que c'est juste gazé, quoi. Ce qui est déjà trop, hein, ce qui est complètement aberrant de se trouver normal, en fait, de se dire, ouais, en fait, je vais manif avec mon masque et mes lunettes, normal, en fait, tu vois, je vais pas avec mes gosses, normal, en fait, tu vois. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que les gens qui manifestent contre la retraite ne sont pas du tout les mêmes qui se sont mobilisés pour le mouvement des Gilets jaunes. La preuve, j'en veux, c'est que le mouvement des Gilets jaunes ne s'arrêtait pas. Il n'y avait pas un jour où on s'est dit, bon, mais rendez-vous le 6 juin. Non, on était là tous les samedis, on était là sur les ronds-points, on était dans les rues, tout le temps mobilisés. C'est pour ça qu'on s'est fait éclater dès le début et qu'on continue encore aujourd'hui dans certaines manifestations. On est ciblé toujours quand on a un gilet jaune. Toujours, on reste l'ennemi de la police, qui sont effectivement nos ennemis. Pas nos ennemis. Je pèse vraiment mes mots. Donc, le problème qu'on doit se poser tous aujourd'hui, face à un système capitaliste ultra violent, comme l'a décrit Mélanie, qui fait partie du collectif des Gilets jaunes, des mutilés, pardon, elle a décrit toutes ces violences. Les baisses des APL, nos étudiants qui font la queue pour bouffer, les gens à la rue, en fait tout ça, vous savez. La question c'est comment on va faire. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en se mobilisant une fois par mois ou 2 fois par mois et en remettant les manifestations au 6 juin, en ayant une plateforme de revendication aussi exsangue que ça, la retraite, allez dans les facultés demander aux jeunes qu'ils ont peur de votre retraite, de leur retraite. C'est sans doute pas leur préoccupation première, et ils ont raison, puisqu'ils n'ont rien à bouffer. Donc, est-ce qu'on va pouvoir attaquer ce système, cette pensée politique qui est donc nocive pour nous, pour la planète, en faisant des manifestations de temps en temps? Moi, je pense que non. Est-ce qu'on va pouvoir faire l'économie de la violence nous-mêmes? C'est une question que je me pose, à laquelle moi, pacifiste, je n'ose pas répondre, parce que je crois que je connais la réponse et je n'ose pas la répondre. Parce que peut-être je me renvoie à une forme de lâcheté que je ne suis pas prête à assumer. La question est de savoir donc quelle force nous, individuellement et collectivement, on est prêt à engager pour lutter contre ce système. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à devenir des résistants et non plus des manifestants? Voilà ce que la question de la radicalité d'un système capitaliste nous pose. Quelles sont nos limites? Manifester, vous voyez bien, ça ne marche pas. Voter, on n'y croit plus. Et lire. Oui, mais lire, ça ne fait pas tout. Non, lire, ça nous permet de comprendre le système, mais ça ne fait pas changer le système. Ça nous fait mieux le comprendre, mais ça ne nous fait pas le changer. Bah, si on Donc, votait, ça, ce sont des questions qu'on doit se poser, individuellement, bien sûr. Parce que c'est une question de où je vais, jusqu'à quel point je suis engagé. En tant que gilet jaune, ça fait 4 ans et demi que je n'ai pas de vacances. Samedi encore, j'étais à la bourse, et j'irai tous les samedis comme un réflexe débile, en pensant que les gens qui manifestent pour les retraites ont compris qu'il y avait un système, un problème global. Et que les retraites, encore une fois, on fait quoi? On enlève les retraites, on rentre chez nous et tout va bien. Personne ne voit ces gens qui crèvent. Personne ne voit nos étudiants qui font la queue pour bouffer. Je sais quoi? Vous voyez bien que c'est pas juste les retraites. Ça, il faudrait s'en saisir. Il faudrait s'en saisir pour que notre colère monte et qu'on prenne conscience qu'en fait, effectivement, c'est tous ensemble, et encore pas avec tout le monde, bien sûr. Il ne faut pas leur téléphoner, il y en a qui seront pas là. Il y a des retraités qui font la queue pour bouffer aussi. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas que les retraites. Oui, c'est pas que les retraites, mais il ne faut pas non plus monter les étudiants contre les retraités. Je ne monte pas les étudiants contre les retraités. Je dis juste que quand on a dans nos plateformes de revendication que ça, c'est qu'on oublie tout le reste. La loi Casbarian-Berger, qui la connaît? Qui connaît la loi Casbarian-Berger ici? La loi Casbarian-Berger va faire que si vous faites demain un piquet de grève ou si vous occupez votre usine, c'est 3 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Si vous prenez un micro pour dire je veux faire un piquet de grève, c'est 3 700 euros d'amende. Si vous prenez un micro pour dire je pense que ça serait bien d'occuper mon usine, c'est 3 700 euros d'amende. Pourquoi les syndicats ne nous informent pas sur cette loi qui est là? Il ne reste plus qu'un vote au Sénat, c'est fini. On parle du droit de manifester, vous ne pouvez même plus occuper vos usines. C'est demain. Pourquoi les syndicats ne nous parlent pas de ça, ne nous parlent que des retraites? Est-ce que le problème c'est, est-ce qu'on va pouvoir avoir des libertés pour lutter contre quoi que ce soit, ou on s'occupe bien de nos retraites? Mais moi je pense que la liberté c'est fondamental. Bon, merci beaucoup à vous. Le contrat est mal passé, je suis désolé, hein, mais il va y avoir une séance qui va commencer d'ici un quart d'heure. On peut se mettre dehors, je pense, et prendre le pot, et puis parler chacun les uns avec les autres. Hein. On n'a pas besoin de prendre une tribune pour se faire entendre par tout le monde. La discussion peut continuer, en tout cas c'est mon avis. Est-ce qu'il est partagé? Oui.
on pourrait parler du film aussi. Moi, je suis aussi venu voir une œuvre artistique. Oui, d'accord, merci Marnix. Marnix, tu vas me dire dehors. Non, mais c'est important d'avoir les artistes avec nous. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. C'est vrai. C'est pas un artiste, c'est pas tellement artistique. David Dufresne n'est journaliste, il est pas artiste.